Bonjour et bienvenue tout le monde dans l'hebdo de Comics Initiative avec cette semaine un invité qui voit son album sortir prochainement, en tout cas la semaine prochaine, qui s'appelle À la recherche du vent perdu. Et donc on a le plaisir d'accueillir Yannick Hatton, d'IH Tonton. Salut Yannick. Bonjour, salut Michael. Voilà, je vais vous proposer, donc on va vous proposer pendant environ, allez, comme d'habitude, j'aime bien dire une petite heure, mais on déborde souvent. En tout cas, une rencontre avec un auteur qui, en tout cas, dont j'ai le plaisir d'avoir un album qui est au catalogue Comics Initiative et un très bel album, hein, puisque moi je vais profiter pour le montrer en vrai. Il est là, hop, il est grand, il est beau, il est magnifique. Oui. Ouais. Il pèse son pesant de cacahuètes. En tout cas, donc, on va peut-être commencer comme ça par refaire un petit topo ensemble avec Yannick pour revenir sur son parcours et expliquer comment on en est arrivé à sortir cet album. Un parcours qui a vu quand même pas mal d'albums, de publications. Et j'ai envie de dire de manière très introductive, Yannick, déjà, je peux peut-être te laisser te présenter. Comment es-tu devenu auteur de BD et comment est née cette passion chez toi, qui est la BD? Oh, ça c'est une longue histoire. Alors, pour la petite histoire avant la longue histoire, Yannick Hatton, c'est le nom qu'il y a sur l'album. Jusqu'à présent, j'avais toujours un pseudonyme qui était H Tonton. Mais bon, le public était assez assidu, connaissait mon vrai prénom, mon prénom. Alors pourquoi H Tonton? Bah, tout simplement, Hatton étant mon nom, Tonton, hein, c'est venu naturellement quand j'étais gamin avec les copains. Et puis pour la publication de mon premier album, je me suis dit soit un pseudo, soit mon vrai nom. Et puis j'ai décidé de mettre un pseudo. Alors j'ai pas voulu mettre Tonton, j'ai mis le H, l'initiative de mon nom. Mais je signe Tonton. Enfin, le petit griffouille qu'on voit en bas des dédicaces, hein, c'est Tonton. C'est pas signé à tout. Voilà pour la petite histoire. Alors comment je suis arrivé à la bande dessinée? Alors je peux pas dire que j'ai été biberonné. J'avais quelques bandes dessinées, hein, les Tintins, principalement Tintin, que ma mère achetait. Je me souviens à l'époque, c'était 10 francs. 10 francs, alors je sais pas, ceux qui ont moins de 20 ans connaissent pas le franc, mais 10 francs, c'était 1,50 € la bande dessinée, le Tintin. Et j'en avais quelques-uns. C'est à peu près tout ce que j'avais. Je devais avoir peut-être un Gaston ou peut-être emprunté aux bibliothèques. Mais ce qui m'a surtout lancé dans le dessin avant la bande dessinée, c'est de voir ma mère de temps en temps prendre un stylo bic et dessiner un visage. Et ça me fascinait. C'est ce qui m'a amené vers le dessin, certainement, à aimer le dessin. Et enfant, tout mon primaire, parmi les copains, j'étais celui qui savait dessiner. Donc ça devait me booster, voilà. Je devais dessiner mieux que les autres, sûrement. Et bon voilà, j'ai toujours été celui tonton, celui qui sait dessiner. Et ça a toujours continué, même au collège et plus tard après, puisque je mettais cet attribut que j'avais, hein, on va dire, en valeur. Voilà. Et ça, c'était le dessin, simplement. Hein, c'est le dessin. La bande dessinée est arrivée plus Tu as tard. pris des cours, Yannick, de dessin, tu as suivi des écoles ou tu es autodidacte? Je suis autodidacte complètement. J'ai suivi un cursus scientifique, technologique, et puis jusqu'à ma formation d'enseignant en élémentaire, mais j'ai pas du tout suivi d'école de dessin. C'est pas la meilleure des écoles, mais avec de la persévérance et puis de l'envie, on arrive à des choses. Ça, c'est ce que m'avait dit. Ça aussi, c'est un point fort qui a fait que je suis arrivé à une première édition. C'est en croisant Tibur Sauger sur un salon qui m'avait convaincu que si l'on voulait vraiment sortir une BD, une bande dessinée, quoi, d'être édité, fallait pas lâcher le crayon et que forcément on allait arriver à quelque chose. Après, ça marche pas, ça c'est une autre histoire. Tibur Sauger qu'on connaît sur pas mal il y a pas mal de livres, entre guillemets, Les Chevaliers Oui, d'Émeraude, on y pense, Gunmen of the West, ouais, voilà. West, pas mal de westerns qui sont sortis ces dernières années, qui là, pour le coup, aussi est un brillant dessinateur. Voilà, exactement. Coloriste aussi, hein. Oui.
Cano des belles épais, c'est vrai. couleurs. Et donc, excuse-moi, pour le coup, je t'ai interrompu. Donc, du coup, encouragé également par Tibur Sauger, en tout cas, ou par d'autres, à l'envie de continuer le dessin, tu t'es finalement, ton premier album a été une série, en fait, celui d'une série, Armandis. Oui, alors Comment pour faire la transition, tu es arrivé là? avant, avant Armandis, jusqu'ici, je parlais juste du dessin. Je dessinais comme beaucoup, hein, je recopiais. Et le passage du dessin à la bande dessinée s'est fait en sixième. Il y avait aussi un copain, David Foreau, qui était dans la même classe que moi et qui dessinait très bien. On était les deux qui savaient dessiner de la classe. J'étais plus tout seul. Il devait même dessiner mieux que moi. Et un jour, au cours d'art plastique, il a présenté une planche de bande dessinée au professeur d'art plastique. Et moi, j'ai fait des gros yeux, quoi. Je me suis dit, ben, lui, s'il le fait, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et en même temps, je réalisais qu'il racontait une histoire avec ses dessins. Et que si lui le faisait, ben, pourquoi je ne le ferais pas? Et là, ça fait tilt. Je me suis dit, mais avec mes dessins, je peux raconter des histoires. Même si on se raconte toujours des histoires, quand on dessine, il y a un avant, un après, on peut avoir son imaginaire personnel. Mais la bande dessinée, c'est vrai que ça oriente. Il y a un lectorat. Souvent, on attend un lectorat. Et c'est là que ça fait tilt. Et depuis, j'ai toujours dessiné bande dessinée. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je le sens même de plus en plus. Si j'ai pas une histoire dans la tête, je ne peux pas dessiner, quoi. Il y a un blocage. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Après, il y a eu des planches gag. Après, je suis passé à 3, 4 planches. Et puis jusqu'au moment où je me suis aventuré dans le montage de projet. Ouais, comme tu le disais, le coup de commencer par des gags, ça vient aussi d'influence. Peut-être que tu as eu plus jeune, comme Franquin. Et Ah, exactement. qu'est-ce qui t'a fait grandir, en fait, en termes d'inspiration et d'envie de dessiner? C'est qui tes grands maîtres? Alors, Franquin reste incontestablement l'un des grands maîtres. Il m'a beaucoup influencé. Bon, les planches gag, hein, c'est vrai que mes premières planches, j'avais un personnage qui ressemblait largement à Gaston Lagaffe. Là-dessus, j'aimais beaucoup le dessin de Franquin, et donc forcément, il y a eu Seron qui a été avec ses petits hommes, c'était un peu plus des aventures, mais j'aimais bien toujours ce type de dessin à la Franquin. Et bon, j'ai copié Seron, hein, j'ai fait des débuts d'aventure, voilà, je me lançais dans des grands projets de 40 planches, bon, j'en faisais 3, 4, ça n'allait pas plus loin. Mais voilà, il y a eu ces deux dessinateurs. Et puis après, en termes de récit, j'ai pris une claque quand j'ai découvert Peter Pan avec Loisel. Régis Et juste Loisel, après, voilà, Régis Loisel. Et ce qui a, en termes de récit et en même temps en termes de dessin, ce qui a modifié mon dessin du coup. Donc, au lieu de copier du Franquin maladroitement, j'ai essayé de copier maladroitement du Loisel. Mais ça a vraiment orienté mon dessin, mon univers, et je suis parti là-dessus, quoi. Alors, il y a eu Peter Pan, puis juste après, bon, j'ai eu La Quête de l'Oiseau du Temps, on m'a fait connaître cette série. Évidemment, ça a duré un temps, tout le temps où j'ai fait mes premières publications. Bon, on pourra en parler après. Et puis après, bah forcément, il y a eu un peu Gibra quand j'ai découvert Le Sursis, Le Vol du Corbeau. Voilà, en termes de pareil de narration, bon, c'était des récits un peu plus adultes, quoique Peter Pan, c'est une version de Loisel, une version loiselienne, mais voilà, plus adulte, hein, c'est pas la version Walt Disney. non, non, pas trop. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a eu d'autres inspirations, pour en parler peut-être après, qui ont fait que j'en suis arrivé bah, à l'album À la recherche du vent perdu, quoi. Et donc, pour débuter, comme tu disais, parlons-en, tu es arrivé, hop, sur cette Ah, série-là, ouais. la première, donc aux éditions Paquet, une série en 4 tomes. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de quoi ça parle et surtout de quels souvenirs tu gardes de cette première série? Parce que mine de rien, faire un début dans le monde professionnel sur une série qui, bah, pour le coup, va être en 4 tomes, c'est pas si courant en fait.
Bah, à l'époque, ça se faisait. C'est vrai qu'aujourd'hui, le public est plus regardant sur les séries parce que comme il y a eu des séries qui ont été un petit peu arrêtées prématurément, c'est vrai que le public est un peu méfiant. Ils ont tendance à aller vers plus un one shot ou un roman graphique. Comme moi, ils ont l'histoire complète. Euh, alors Armandis, bon là on voit très bien l'influence de Loisel, hein, de toute façon. Il y a un petit côté Peter Pan, ça commence sur une petite île qui s'appelle Caillou. Alors pourquoi une île? Sûrement parce que j'ai des origines réunionnaises, l'île de la Réunion. Je pense que ça fait référence, hein. On voit des palmiers, bon, on est sous des tropiques. Alors Armandis, ça s'est fait au début des fin au 99-2000, j'ai dû commencer à écrire l'histoire. Et pourquoi Armandis? Alors tout simplement, j'enseignais dans l'Oise, Paris. J'ai été muté dans le Lot-et-Garonne et mon premier poste dans le Lot-et-Garonne en tant qu'enseignant, c'était à Marmande. Alors, Marmande est connue pour ses tomates, ses très bonnes tomates, les tomates de Marmande. Et tout en écrivant l'histoire, en étant à Marmande, en poste là-bas, j'ai commencé Marmande, Armande, Armandis. Alors Armandis, c'est une planète. Et quand on invente sa planète, c'est facile de faire son histoire, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc, et puis bon voilà, j'ai trouvé Marmande, Armande, Armandis, plutôt voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa comme nom de planète. Rien à voir avec le stade d'Armandie, ça s'écrit pareil mais avec un E. Le stade d'Armandie étant le stade de rugby d'Agen. Ça, je l'ai découvert bien plus tard, hein. C'est pas un clin d'œil au stade de rugby. Je l'ai découvert en passant par hasard en voiture devant. J'ai cru voir Armandis en grand et en regardant de plus près, c'était écrit Armandie. C'est là que j'ai appris que le stade s'appelait le stade d'Armandie. Voilà. Alors bon, c'est une histoire où on était un peu, c'était faisable à l'époque, hein, de faire du 3-4 volumes, mais c'était très ambitieux. Je me rends compte maintenant. Je ne sais pas si j'en serais encore capable, mais à l'époque, c'était faisable. Et j'avais fait mon début de tome 1, il avait été pris chez les éditions Paquet, enfin, il avait été pris chez Pointe Noire qui a coulé. Ensuite, ça a été chez Jetstream qui a coulé. Et puis finalement, les éditions Paquet ont pris le projet. Et on est toujours content de signer un premier projet, mais on se pose vite la question, en tout cas moi je me la suis posée, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Parce que tant qu'on n'a pas fait une bande dessinée en plus seul, on sait pas, on n'imagine pas, on essaie d'imaginer le travail que c'est, mais c'est une fois que qu'on l'a fait qu'on sait ce que c'est. Et j'étais pas sûr d'arriver au bout, mais une fois qu'on a fait le tome 1, bah on s'essuie le front et puis on passe au tome 2, 3 et puis on va jusqu'au 4 et puis ça se fait finalement. Alors cette histoire mûrit, hein, bon, forcément je l'ai pas relu, hein, je relis pas ce que je fais parce que je n'y verrai que les défauts, mais c'est une histoire qui mûrit dans le temps, hein. C'est au début c'est un peu bon enfant et elle devient un petit peu plus dure au fil des tomes et des pages. Mais bon, Comme tu le disais, le fait de travailler, de faire déjà sa première BD, sa première série, n'est pas forcément chose simple, hein, chose aisée. Et toi, de ton côté, tu l'as fait d'emblée en solo. Euh, Il y a beaucoup de BD qui se font bah, avec un scénariste, un dessinateur ou même un autre intervenant, peu importe. Euh, Toi, tu as toujours pris ce parti-là de vouloir absolument travailler en solo. Comment ça se... Je sais pas, t'as pas envie de travailler avec quelqu'un, t'as peur non. que, je sais pas, qu'on t'impose un imaginaire qui n'est pas le tien, je sais pas. En fait, ça vient du fait que je suis autodidacte, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais pas de connaissances dans le monde artistique et dans le monde de la bande dessinée. Je connaissais personne qui écrivait des scénarios. Euh, voilà, je me suis lancé tout seul. Alors, j'ai toujours dessiné. La couleur est venue du fait que j'habitais pendant un temps, j'ai fait mes études à Poitiers, j'ai habité pendant un temps au-dessus d'une petite boutique d'art et j'allais acheter mon matériel dans cette boutique et puis j'ai commencé à vouloir faire la couleur et on m'a orienté vers les encres de couleur qui se faisaient à l'aérographe à l'époque aussi, là, pour les bandes dessinées. Et puis c'est comme ça que je me suis lancé avec des encres de couleur. C'était plutôt pas mal. Enfin, moi, j'étais content de mon résultat. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des planches en couleur. Et puis après, les projets de longue histoire ont mûri petit à petit.
Et j'aurais pu peut-être chercher effectivement, mais bon, c'est vrai que j'avais un imaginaire que je voulais développer. Mais il n'y a pas du tout, je suis pas hermétique à travailler avec une autre personne. Alors, ça aurait pu se faire, ça s'est fait sur des collectifs, seulement des collectifs. Il y a des choses qui auraient pu se faire, mais bon, il y a les plannings des uns et des autres qui font que, voilà, on est pris sur un projet, l'autre pas. Enfin bon, voilà. Encore aujourd'hui, j'ai peut-être des possibilités, mais il y a toujours des plannings qui sont un peu difficiles. Et c'est vrai que comme j'ai commencé à faire tout seul, je me lance dans l'aventure assez facilement seul. Et pour Mais le bon, coup, je suis pas hermétique, hein. et, Oui. euh, et comme tu le disais, en tout cas, sur euh, le fait de tout faire tout seul, tu as quand même réussi en l'espace de 5 ans à peu près à publier 4 tomes de BD, ce qui est quand même un travail assez intense. Ça, t'en gardes un Euh, souvenir comment, à ce niveau-là, d'être toujours dans le jus, non? Je sais pas. alors, 5 ans, le premier album est sorti en 2003, le dernier en 2008. Alors, il s'est passé 5 ans, effectivement, mais bon, faut savoir que avant que l'album en 2003 sorte, ça faisait 2 ans à peu près que j'étais dessus, ou 1 an et demi. C'est vrai que c'était plutôt, bon, je sais pas, je devais aller plus vite qu'aujourd'hui. Disons que j'étais moins pointilleux, hein. Euh, En plus, j'étais à mi-temps, je travaillais en tant qu'enseignant. Ouais. Mais dit comme ça, je me le suis jamais posé. Maintenant que tu le dis, je me dis tiens, j'avais plutôt un bon rythme. Euh, non, je le vivais bien. Non, j'avais pas l'impression de. Et encore, je crois que je faisais des journées moins longues qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je passe un peu plus de temps, sûrement, qu'autrefois. Autrefois, ça allait. Alors, bon, ça dépend aussi. Je suis plus exigeant maintenant sur les mises en scène, sur la narration, qui me prend plus de temps qu'autrefois. Et puis bon, plus on évolue, plus on voit ses défauts, hein, des tout petits défauts que je devais pas voir sur Armandis, hein. Il a un petit Et, paquet de euh, défauts, mais bon. et à peine tu terminais, tu disais, on évoquait le sujet de travailler à plusieurs. Il y a eu un album collectif qui, du coup, au sein d'une série qui a bien fonctionné, qui s'appelait Les Contes du Corrigan, sur lequel tu es apparu au tome 9 en compagnie. Donc, c'était une série de Thomas Mosdy et Ronan Le Breton, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, tu retrouves deux autres dessinateurs que sont Stéphane Créti et Alberto Jiménez Albuquerque, que chez Comics Initiative, on connaît notamment sur No One's Rose. Autre exercice, autre univers, les contes du Corrigan, tu en retiens quoi au final de cet exercice un petit peu, on va dire, travail d'équipe, collectif Alors, le travail d'équipe, c'est simplement fait avec Ronan Le Breton, hein. Et je l'ai jamais croisé, Ronan Le Breton. Alors, Ouais, avec un prénom et un nom comme ça, forcément, il est breton. Non, on s'est jamais croisé, on s'est eu par téléphone, par mail. Alors, cet album, en fait, vient du fait que il était prévu que je travaille avec un scénariste, Sylvain Cordurier. Alors, je sais pas si ouais. ça te dit, peut-être que ça Si, si. dira, voilà. Qu'est-ce Et qu'est-ce Sylvain qu'on travaillait? travaillait avec Stéphane Créti à l'époque. Ils ont travaillé pas mal ensemble. Et Sylvain m'avait Hmm. contacté, on s'était vu à un festival à Angers, festival Angers de 2005, je crois, je ne sais plus. En Et GBD? pardon? En GBD, En peut-être? GBD, oui. Enfin, il y a des vignerons et des auteurs de bande dessinée. Je sais pas C'est ça. si c'est. Ouais, c'est début décembre. C'était plutôt sympa. J'ai Exactement. bien aimé. D'ailleurs, il me reste une bouteille de cette cuvée dans la cave. Je la garde précieusement. Et elle a pas mal d'années déjà maintenant, hein. Et donc, Sylvain me contacte après on se connaissait, je crois, déjà d'un ou deux festivals avant avec Stéphane Créti. Et il me dit, tiens, si ça me branche de travailler avec lui. Et puis, je lui dis, pourquoi pas. Mais je devais terminer Armandis, lui, il était sur autre chose avec Stéphane. Et puis, au moment où j'étais à peu près libre, lui ne l'était plus. Et c'est là qu'il m'a branché justement sur les contes du Corrigan. Il m'a dit en attendant, tu peux travailler avec les éditions Soleil sur les contes du Corrigan. J'étais pas hyper chaud pour y aller. Il m'a dit c'est un collectif et c'est toujours. Donc j'ai effectivement contacté Jean-Luc Istin
Et lui, il lui restait une histoire pour ce tome 9 et il m'a dit, bon, fais un essai avec un lutin, dessiner un lutin. Et je me souviens que moi, j'ai une ligne très claire, hein. De plus en plus, ça se voit encore plus sur à la recherche du vent perdu par rapport à Armandis notamment, et par rapport au camp du Corrigan, j'avais un ancrage un petit peu prépoussé, l'âge de moins en moins. Et lorsque Jean-Luc Istin m'a dit, bon, écoute, tu me dessines un Corrigan pour voir ce que ça donne, il était plutôt satisfait. Il m'a dit, tu me l'encres. Et moi, j'ai ancré avec ma ligne très claire, quoi, parce que je me suis dit, toute la couleur va faire la différence, va amener les volumes, etc. Il n'a pas été content de mon ancrage. Il a trouvé ça très léger. Et donc, je lui ai expliqué que la couleur allait rattraper le tout. Et pour lui, il faut que un dessin tienne en noir et blanc. Point. Voilà. La couleur, c'est du plus qui est pas forcément nécessaire. Et bon, je pense qu'il a changé d'avis parce que j'ai eu contact avec lui récemment. Et donc, il m'a fait pousser mon ancrage. C'est une étape que j'aime pas beaucoup, l'ancrage, hein. C'est peut-être pour ça aussi que je l'évacue de plus en plus. J'ai poussé l'ancrage et c'est vrai que le fait de pousser l'ancrage, de faire des petits déliés, des petites hachures, bon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une forme de plaisir. Et puis finalement, bon, Jean-Luc Istin a été plutôt satisfait. C'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a mis en contact avec Ronan Le Breton. Et Et donc, j'étais t'as- déjà, oui. non, je dirais donc, ça t'a surtout aussi permis peut-être de prendre le temps pour travailler sur ton prochain titre qui était Petit Bonheur. Oui, alors j'étais déjà familier avec l'univers des lutins, hein, parce que avant Armandis, j'étais paru dans un premier collectif au clair de lune chez Clair de Lune et j'avais une petite histoire de lutin de 4 pages. Donc j'étais dans un terrain à peu près familier. Et oui, après bon, après alors il était plus ou moins question que je fasse parce que ça c'était un tremplin. Les Contes du Corrigan, c'est un tremplin pour des dessinateurs pour aller vers un one shot, voire une série chez Soleil. Ça, c'est pas fait. Et en même temps, bon, je trouvais que j'avais pas le dessin et j'avais pas vraiment l'univers Soleil. Donc voilà, c'est comme ça qu'après je me suis orienté vers un tout autre univers, celui de Petit Bonheur. Ouais, Petit Bonheur, donc, qui a été ton arrivée chez Vent d'Ouest pour le coup. Donc là, tu es passé vers encore une autre structure qui dépend donc de Glénat. Tu as publié 2 tomes. Et là, on voit la couverture qu'on voit à l'écran, c'est celle de l'intégrale. Ok. Pareil, encore un autre contexte, cette fois-ci plus réaliste, pardon, plus ancré cette fois-ci dans une réalité qui est celle historique. Tu avais vraiment envie de te recentrer après avoir été un peu dans l'univers SF, fantasy, voire le folklorique avec, on va dire, avec les Corrigans. Bah, disons que tout en faisant Armandie, je crois, peut-être la fin d'Armandie, et puis les Contes du Corrigan, qui, bon, c'était 13 planches qui ont pris 3 mois peut-être, hein, je sais plus. C'est aussi à ce moment que j'ai découvert Gibra. Donc voilà, ça s'est fait. Et quand j'ai découvert Gibra avec le sursis et le vol du corbeau, à ce moment, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Voilà. Je suis pas alors, je ne voulais pas faire une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais j'avais envie de cet univers un peu campagne, champêtre, un peu plus réaliste. Et puis il s'est trouvé que bon, j'ai fait une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors bon, ça s'est fait. Donc le contact avec Vent d'Ouest s'est fait avec Valérie Robin, qui est éditrice, qui doit toujours l'être, je crois aujourd'hui. Et j'avais envoyé un projet qui faisait allusion à la Seconde Guerre mondiale du siècle dernier, mais dans un univers un peu à la Miyazaki. On va y revenir vers Miyazaki. Et j'avais envoyé le projet à Vent d'Ouest et Valérie Robin, je l'avais croisée à Angoulême. On s'était donné rendez-vous et elle m'avait parlé justement d'une collection Terre d'origine où on devait construire des histoires. Alors le cahier des charges, c'était 1 ou 2 volumes et on devait faire une histoire qui était vraiment ancrée dans un terroir, dans un endroit précis de la France. Et elle m'a dit, bon, je te verrai bien monter un projet. Voilà, ça c'est l'édition originale en 2 volumes avec la couverture du tome 1. Et je sais pas si tu as celle du tome 2. Si, si, je vais te Donc on montrer voit, un
quelques planches. Ouais, on voit que la couverture du 1 et de l'intégrale sont quasiment les mêmes. Enfin, ça, c'est une volonté de l'éditeur. Moi, j'étais pas pour, mais l'éditeur m'a dit de toute façon le lectorat ne s'en rendra pas compte. Voilà, ils aimaient bien la couverture du Thomas, donc ils ont dit on va faire à peu près la même, ça nous convient tout à fait. Et donc oui, et donc mon histoire devait se situer dans un endroit précis de la France. Donc quel meilleur endroit que celui qu'autour de chez soi, surtout quand c'est très joli comme par chez moi dans le Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Et ça se situe autour d'un village, Pendagenais, qui est un des plus beaux villages de France. C'est pas moi qui le dis, c'est il est répertorié. Et moi, j'ai enseigné dans ce village et je me suis dit, bah, je vais faire une histoire qui se passe autour de Pendagenais. C'est très bien, c'est à côté de chez moi pour le repérage photo, etc. Surtout que l'éditrice m'avait dit, n'hésite pas à prendre des photos. Il faut que les habitants du coin reconnaissent vraiment les lieux, les maisons, etc. Et en fouillant un petit peu dans le passé de Pendagenais, je suis tombé justement sur cette tragédie qui est la déportation de 1200, on appelle ça les 1200 déportés, quoi, depuis la petite gare de Pendagenais. C'est une toute petite gare de village qui n'a rien à voir, qui est même pas dans le village, qui est à l'extérieur du village, en pleine campagne. Et il y a eu 1200 déportés. Alors ces déportés, ce sont des prisonniers qui venaient de la prison d'Aix, la prison de. Alors ça, c'est l'ancienne gare qu'on voit là. La case 1, l'ancienne gare d'Agen, qui a été rénovée. Le bâtiment est gardé, mais bon, il y a l'entrée, tout ça, ça a été. Il y a une grande verrière là devant. Et donc cette malheureuse histoire m'a beaucoup touché. Et c'est comme ça que j'ai situé mon histoire au lendemain de cette déportation. En fait, c'est un hommage à la résistance française locale, hein, puis plus largement, si on veut, la résistance française d'alors, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, Et donc, Petit Bonheur marque aussi un schéma narratif qui commence à se mettre en place chez toi, qui est le diptyque, en fait. C'est une chose que oui, tu vas poursuivre dans la série donc, qui va suivre ensuite, qui est Le Temps du rêve. exactement, parce que alors, j'aime bien raconter des histoires, mais j'aime bien en changer aussi. Tu n'aimes pas le faire Donc, longtemps. repartir sur pardon? Tu n'aimes pas le faire trop longtemps. Tu aimes bien changer. Voilà. 4 volumes comme Armandis, je sais pas, quoique, ça dépend, mais en tout cas, si je devais faire une histoire aussi volumineuse que les 4 titres d'Armandis, ça serait en 2 volumes, voire 2 fois 80 planches ou 2 fois 90, j'imagine. Mais j'aime bien le diptyque, voir le one shot, quoi, le roman graphique, ça me convient tout à fait. Oui, je suis resté sur le diptyque, quoi, parce que j'aime bien voilà, changer d'histoire. Je change encore d'univers ici, hein. Là, on est ni dans l'univers Normandis, ni dans celui de la Seconde Guerre mondiale. Le temps du rêve, j'aime beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. On est dans les années 60. Alors pourquoi les années 60? Parce que, alors souvent, je place mes histoires par rapport à ce que j'ai envie de dessiner, hein, graphiquement. J'ai envie de dessiner ça, donc j'essaie de trouver une histoire que je peux planter dans tel ou tel décor. Et les années 60, j'adore les costumes, j'adore la musique, j'adore les voitures. Alors, je suis pas un fan des voitures, mais je trouvais elles avaient de la gueule, elles avaient quelque chose, ces voitures. Avant, on les appelait Titines, etc. Elles avaient des surnoms. Aujourd'hui, on les appelle plus parce qu'elles ne ressemblent pas à grand chose, à mon sens. Elles sont toutes pareilles. Et puis voilà. Et je voulais en même temps euh, mettre un personnage qui est typé créole. Et, euh, et j'ai cherché un petit peu dans les histoires de pays africains ou subtropicaux, euh, une histoire assez bouleversante par rapport aux enfants. Et comme ça, je pouvais récupérer, parce que je mets toujours des enfants dans mes histoires, je pourrais l'expliquer aussi. Je pouvais récupérer, voilà, un enfant typé créole en tout cas. Et ici, c'est une petite aborigène. Et je suis tombé, voilà, enfin, je suis retombé. Je connaissais déjà cette histoire aussi. Les enfants déracinés, les générations volées, comme on dit en Australie. Tous ces enfants aborigènes qu'on essaie de déraciner de leur famille pour les occidentaliser, qu'on a mis dans des orphelinats et dans des familles d'accueil. Euh,
et voilà, là on retrouve cette petite fille qui est en Europe et qui retrouve pas ses repères, quoi, surtout en Europe, et qui a qu'une aspiration, c'est de retourner dans son pays. Et ça me permet de faire d'ailleurs un petit lien avec un album qui vient de sortir là, où on retrouve en fait le parcours de ces enfants, on va dire, finalement, en quelque sorte, on est très loin, très loin de leur terre de naissance qui, euh, qui est celle en fait qu'on retrouve dans l'album qui s'appelle Palimpseste, qu'on a sorti maintenant il y a 2 petites semaines en librairie et qui est l'histoire Voilà. de Lisa Woolrim Jo Bloom, qui elle pour le coup a fait un parcours où elle a finalement enfant quitté la Corée pour finalement grandir en Suède et dont on va suivre le parcours justement en quête de ses origines. Voilà, petit aparté. Ok, Et bah, je donc, vais essayer de découvrir ça. je le présenterai à l'occasion de Quai des Bulles, notamment, où Yannick nous fera Ah, le bah, plaisir de super, le présenter. Voilà. super. Donc, le temps du rêve, de 2 volumes, à nouveau, comme je le disais il y a quelques secondes. Donc, Ouais. chez une autre maison d'édition, avant cette fois-ci Alors, de. oui, le petit logo là, oui, c'est cerise et coquelicot, hein. C'est deux C qui sont entrelacés avec le et. Bon, c'est cerise et coquelicot. Bon, une petite maison d'édition qui était implantée à Aix-en-Provence, bon, qui n'a pas survécu, dans laquelle a participé Cédric Gallien, que tu connais, je crois, ou un petit peu. Ouais, Et donc c'est comme qui ça que apparaît je dans connais ton. l'album dessous, Pardon? qui apparaît en guest dans Dessous, qu'on a sorti il y a aussi 15 jours. Oui, oui, je le dis Pour faire la pub, hein. parce que j'ai découvert ça en visionnant la vidéo hier. Donc et c'est comme ça que j'ai fait connaissance avec lui. Bon, c'est une petite maison d'édition qui avait des petits soucis de sous, on va dire, et bon, avec le Covid, la Covid qui est arrivée, bon, ça a pas tenu. Mais bon, voilà, bon, ça a permis, disons qu'entre Petit Bonheur et Le Temps du Rêve, j'ai eu quand même un vide de 5 ans où j'avais aucune édition, aucune parution, rien du tout. Et donc ça m'a permis de me relancer cette petite maison d'édition. Ouais, et de faire une jolie histoire avant de basculer ensuite, cette fois-ci, chez une maison d'édition belge, hein, Kennes, avec Paul et Pauline. Voilà, ouais. Qui Donc, s'appelle Kennes les Trois A maintenant. oui, qui change, oui, qui a changé, effectivement. Paul et Pauline, du coup, encore un diptyque. Tu restes dans une veine réaliste avec un critère, avec une côté historique très prononcé dans cette histoire, puisque ça se déroule à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale. Et là, je trouve que après Le Temps du Rêve et avec Paul et Pauline, ton approche graphique mue progressivement, notamment au niveau de la colorisation, de l'aquarelle. C'est quelque chose qui finalement est venu avec, comme tu disais, cet aspect autodidacte, ce côté travail continu. Est-ce que c'était conscient chez toi, cette évolution? Au niveau de l'aquarelle, Ouais, oui, alors ça on le constate un peu plus après avec le titre qui va suivre, dont on va parler juste après. La mise en couleur, de plus en plus, moi, je la conçois. Pour moi, c'est récréatif. Quand je fais une bande dessinée, ce qui demande le plus de concentration pour moi, c'est l'écriture. L'écriture, les séquences, comment vont réagir les personnages, voilà, l'écriture, faire en sorte que l'histoire soit intéressante, soit plausible, etc., avec des rebondissements réfléchis, des choses qui arrivent par moments auxquelles on n'avait pas pensé, puis il va falloir se débrouiller avec ce qui arrive de façon impromptue. Ça demande de la concentration quand j'écris, oui. Le dessin, j'ai tendance plus à dire, on est plus dans la technique pour moi, le dessin. Il y a de la création. Quand je dis ça à des dessinateurs, je leur dis oui, mais c'est purement technique le dessin. Ils me disent ah non, il y a de la création. Je trouve qu'il y a moins de création que dans l'écriture. Pour moi, l'écriture, c'est ce qu'il y a de plus créatif. C'est là où on met tout. Et ensuite, après l'aquarelle, pour moi, c'est récréatif. Et
de plus en plus, je la trouve récréative dans le sens où je laisse aller facilement mon pinceau. Je suis de moins en moins à me dire, ah, faut que je respecte les lignes, il faut que la terre, elle soit marron, il faut que le rocher soit gris, le ciel bleu, etc. Et de plus en plus, je conçois la couleur, l'harmonie de couleurs. Voilà. Alors, il m'arrive, là, je fais encore quelques planches couleurs, je fais mes planches, et puis une fois que la planche est faite, je me dis, tiens, je vais prendre un peu d'outre-mer, je vais faire une trace d'outre-mer là, parce que ça va rehausser la couleur. Ça n'a rien à voir, l'outre-mer ici, mais je trouve que ça apporte quelque chose à l'unité de la planche, en tout cas au niveau de la couleur. Et de plus en plus, oui, je me laisse aller, voilà, mon pinceau se balade. Comme je dis souvent, l'aquarelle, faut la laisser libre. Elle fait son petit chemin à un moment. Par moment, elle fait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Faut pas la sculpter comme un caillou qu'on pourrait sculpter, hein. Elle doit vivre un peu comme le vent, on va dire. Et voilà, c'est peut-être comme ça qu'on remarque effectivement. J'en ai conscience quand je le fais, mais après quand je regarde mes planches, j'ai moins conscience que que ma couleur change. Mais effectivement, oui, ça change. Après, bon, j'ai des couleurs, j'ai une couleur justement l'outre-mer que je n'utilisais pas beaucoup avant, qui est apparue depuis Paul et Pauline, et je trouve que ça, c'est une couleur que j'utilise beaucoup, que je mélange beaucoup avec d'autres, et qui apporte peut-être ce timbre qu'il n'y avait pas avant. Et là, pour le coup, 2 tomes à nouveau, comme je le disais depuis le début. Là, tu vas te retrouver, donc c'est 2020-2021-22, peut-être, Paul et Pauline. 21, 21 et 23. Voilà, donc des albums un peu plus longs, hein, d'ailleurs, c'est pas des 48 pages, hein, ils sont un peu plus volumineux de Oui. mémoire. Alors ça, en fait, c'est depuis le tome 3 d'Armandis. J'avais demandé à Pierre Paquet à l'époque parce que je trouvais 46 planches, on était un peu serré quand même. J'aime bien les histoires où les personnages ont un petit peu le temps. Très souvent, on va voir dans mes histoires que mes personnages vont manger. Ils sont pas toujours en train de courir comme Tintin. J'aime bien ces pauses. Ce qui fait que j'aime beaucoup aussi, enfin, je suis pas un grand fan de manga, j'ai quelques mangas, mais ce que j'aime bien dans les mangas, c'est qu'ils ont une pagination qui fait que les personnages ont le temps de se poser un moment. Ils mangent, etc. J'ai l'impression que voilà, ils font plus humains. C'est pas des super-héros hein, qui ne mangent jamais. Non. Et j'avais besoin de cet espace pour un petit peu voilà, planter un peu plus mes personnages. Et ça, c'est depuis le tome 3 d'Armandis que je dois faire du 54 planches. Alors, sauf le tome 2 de Petit Bonheur, on m'a dit que ça sera du 46, mais... Bon, au final, c'était 2 tomes, ça va. Ouais, 2 tomes. Alors là, pour le coup, encore une fois, Paul et Pauline, pour revenir au prochain tome, ça vient encore de l'univers, ça se voit pas trop, mais de l'univers de Miyazaki. En fait, c'était une histoire qui était écrite dans un univers un peu à la Miyazaki. Miyazaki, on voit souvent un peu la guerre en même temps. Il y a la poésie d'un côté, puis en même temps, il y a la guerre, en même temps, il y a de la violence. Et j'avais écrit cette histoire et qui faisait référence aux guerres mondiales du siècle dernier, avec ces deux personnages et cette chaise roulante et cette petite fille qui pousse ce vieux monsieur à travers un paysage de désolation qui allait vers je ne sais quoi, vers la mer en tout cas. Et tout en écrivant l'histoire, je me suis dit, bon, à tous les coups, les éditeurs auxquels je vais présenter l'histoire vont me dire pourquoi vous ne l'avez pas implanté dans un contexte réel. Et c'est comme ça que je suis arrivé encore une fois à un diptyque qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, c'est pas une volonté de raconter la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est l'histoire de Paul et Pauline surtout. Voilà. Et Je là, suis pas dans l'événementiel. Pardon? ensuite, il y a un long projet qui était en gestation chez toi, qui a été l'album pour lequel, en fait, qui arrive, hein, qui est à la recherche du vent perdu. D'où ça t'est venu, cette envie, qu'est-ce que ça raconte, tiens, à la recherche du vent perdu? Et hop, tiens, Je je vais vais pas tout montrer. raconter. Bah non, non, évidemment Euh, non. alors d'où ça vient? D'où ça vient? On le découvre un petit peu, hein, ceux qui vont avoir la chance
d'avoir l'album entre les mains pour le découvrir en fin de bouquin. J'avais une histoire qui était, j'aime bien les contes, j'ai toujours aimé les contes, et j'avais une histoire qui s'appelait Vent, glace et mort. Et il y avait une histoire de vent et de moulin dedans, en tout cas, hein. Pour moi, le vent, le moulin, c'était la vie, hein. Et le vent apporte la pluie c'est l'eau, et puis en même temps ça fait tourner le moulin, et le moulin fait le blé, le pain, etc. Donc il y avait en gros il y avait ça. Et et puis bon, je l'ai abandonné parce que voilà, mon histoire n'était pas si intéressante que ça vers la fin. Au début, oui, je savais pas trop comment, je trouvais pas le petit truc qui fait qu'on se dit à un moment, ah, je tiens quelque chose. Et il faut ça dans une histoire à un moment pour donner envie de poursuivre. Et donc mais il y avait quand même le vent qui restait présent. Et alors l'histoire de la recherche du vent perdu, c'est fait tout simplement en allant chez mes parents. Mes parents habitaient près d'Illier-Combray. Illier-Combray, c'est le village où Marcel Proust allait en vacances. Il allait en vacances chez sa tante Léonie. Et quand on allait chez mes parents, on passait toujours devant cette maison, la maison de tante Léonie. Et c'était, je sais plus en quelle année, hein, c'était il y a une bonne dizaine d'années. En passant devant cette maison, ma compagne explique à nos enfants, qui étaient à l'arrière de la voiture, et moi je conduisais, explique à nos enfants la Madeleine de Proust. Voilà. Pourquoi la Madeleine de Proust, etc. Qu'est-ce que c'est, etc. Et comme j'avais déjà cette histoire de vent dans la tête, tout en conduisant, ça s'est fait en l'espace de 2 minutes. J'ai eu l'idée, bah, le vent, le moulin, s'il y a plus de vent, le moulin tourne plus. S'il y a plus de moulin, il y a plus de farine. Et puis c'est un moulin spécial qu'il y a dans l'histoire, c'est le moulin de Daudet qui fait de la très bonne farine et avec laquelle on fait les bonnes madeleines. Tante Léonie a ce savoir-faire pour faire les bonnes madeleines. Et je me suis dit, s'il y a plus de vent, il y a plus de madeleine, et ce petit Marcel sera triste, donc il se mettrait à la recherche du vent perdu. Et en plus, j'avais le titre tout de suite qui s'est imposé, parce que c'est pas toujours le cas. Et là, j'avais mon truc, je me suis dit, bah maintenant, il faut y aller. Alors pour le coup, tu as relocalisé entre guillemets l'action non pas à Illier-Combray, hein, pour nos amis d'Eure-et-Loir, mais à Combray-sur-Mer, un petit village fictif pour le coup, en bord de mer. Voilà, exactement, il fallait la mer. Pourquoi? Pourquoi il fallait la mer? Bah, euh, bon, là, on va dire qu'on va toucher, on va plus ressentir par rapport à toutes les histoires que j'ai faites jusqu'ici, on va plus le sentir ici, il y a un petit côté Miyazaki. Et je trouve que chez Miyazaki, il y a plein de bonnes choses, mais il y a toujours cette idée de voyage. Je sais pas, ça me donne envie de voyager, de partir. Et moi, quand je vois la mer, eh ben, j'ai toujours l'impression que c'est une invitation au voyage, quoi, la mer. Et comme je savais que mon petit Marcel allait voyager, et puis en même temps, le vent nous vient de la mer, donc il me fallait de la mer à proximité. C'est comme ça que j'ai implanté mon histoire ici. Et puis des envies de dessiner la mer aussi, hein. Ça apporte un bleu, le bleu que j'aime bien mettre dans mes vignettes. Il y a tout ça qui a fait que voilà. Et puis il fallait vraiment que je décroche par rapport au vrai village d'Illier-Combray, hein, qui s'appelait Combray autrefois même, hein. Et donc je me suis dit bon, je vais mettre carrément ce village à côté de la mer. Donc la côte que l'on voit un peu, c'est un peu la côte normande, vers Étretat, tout ça. J'ai pensé à Étretat quand j'ai fait cette, ce village fictif. On voit, Et voilà. ce qu'on Donc, et ce qu'on va y voir entre guillemets très rapidement, c'est que tu vas commencer ton histoire en nous présentant un Marcel d'un âge mûr, on va dire, qui revient finalement à Combray-sur-Mer pour y vivre peut-être ses derniers moments. En tout cas, on comprend dès les premières cases qu'il n'a pas l'air en très bonne santé et que non, en revenant finalement dans le village où il a passé une partie de son enfance, c'est aussi se remémorer ses souvenirs. Donc on a en tout cas un vrai lien aussi avec le côté littérature, l'œuvre de Proust, euh, et qui semble entre guillemets évidente à l'évocation, mais qui se fait particulièrement en douceur tout au long de l'album. On n'est pas sur une adaptation, on est vraiment sur un récit qui va presque rendre hommage de manière fine, subtile, etc., tout au long de l'aventure, et pas qu'à Proust.
c'est vrai que le côté Miyazaki, on va le montrer un petit peu après, il y a un côté vraiment aventure avec ces personnages, des antagonistes qui vont pousser le jeune héros, pour le coup, dans des territoires teintés, on va dire, un peu de fantaisie, fantastique, si on veut, par rapport à l'aventure qu'on pourrait trouver au départ presque réaliste dans les décors. Hop. Puis une des grandes forces, c'est notamment à travers le réel de nous présenter des contextes qui vont aller, en fait, un peu comme Miyazaki, réfléchir autour de différentes thématiques. Je me permets là notamment on va dire, de faire tourner les pages de l'album montrer pour la version vidéo. Et c'est vrai qu'il y a quand même des petites sessions comme ça. Moi, j'adore la case de la place du marché que je trouve franchement super bien fichue et qui donne envie en fait d'aller se balader un dimanche matin, d'aller faire ses courses. C'est ça. Et puis bah, hop, on va le voir rapidement, il se passe énormément de choses dans l'album. Là, pour le coup, tu ne t'es pas retrouvé cloisonné, en fait, vu que avant qu'on ait le plaisir d'échanger, tu n'avais pas encore finalement de limite, en fait, au niveau de l'album. Tu as pu en réalité presque faire une sorte de diptyque en un seul album, te permettre d'avoir une narration beaucoup plus longue, fluide. Euh, Aurais-tu été capable de voir ton histoire de manière plus réduite ou plus longue, peut-être, je sais pas. Plus Pour toi, réduite, non. C'était pensé. À chaque fois, je pense 2 fois 54 planches. On reste vraiment sur le diptyque de 54 planches. C'était pensé comme ça, hein, de toute façon. Hein. Je pourrais même dire, oui, ça s'est fait de fil en aiguille, un petit peu le one shot, hein, le roman graphique. Alors, le côté aventure où je me laisse aller, en fait, pour la petite histoire éditoriale, ce projet était pris chez Kenes. En même temps que Paul et Pauline, Dimitri avait pris les deux projets parce qu'il voulait qu'on travaille ensemble sur du long terme. Il voulait pas faire juste un bouquin avec moi, il voulait en faire plusieurs. Et bon, il y a eu des petits soucis éditoriaux, de financement, etc. Donc, à la recherche du vent perdu a dû être abandonné. Je l'ai récupéré. Euh, J'avais déjà failli l'abandonner 2 ans avant, quand je fasse Paul et Pauline. Grâce à un auteur, ça a été récupéré par Kenes. Kenes finalement abandonne le projet et je me suis retrouvé avec 10 planches. Les 10 premières planches que l'on voit dans l'album, hein, c'est exactement les mêmes. Je les ai pas retravaillées. Elles étaient scénarisées, il y avait les bulles, tout était mis en place. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cet album? Soit je mets dans le carton définitivement parce que ça a été mis dans le carton, j'avais ressorti, ou soit tu te lances. Et puis je me suis dit bah voilà, fais-le. Je me suis dit fais-le. Si tu n'as pas d'éditeur, bah tu as toujours un Ulu, tu peux toujours le faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout de mon aventure, en solo ou pas, mais je le fais. Et le fait de travailler tout seul sur du long terme, ça m'a pris 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi même. Euh, Bah, je me suis dit, j'ai pas de limite. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de garde-fou. Alors, je dis pas que les éditeurs sont là pour attention, etc. Mais j'ai l'impression d'avoir un souffle là, comme ça. Je dis, bah, tu fais ce que tu veux, vas-y, fais ton histoire. Et c'est comme ça qu'après, ça part. Bon, c'était écrit, hein, mais après, je me suis laissé embarquer en même temps par ce petit Marcel. Et c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment, que les personnages nous embarquent et puis, puis on se laisse aller, quoi. Et c'est pour ça que voilà, on doit sentir une forme de liberté. On voit plein de choses différentes dedans. Et c'est ce que j'avais envie. Au fil des pages, bah, ça avançait, sans que je me dise bon, faut faire attention à telle ou telle chose. Est-ce que ça paraît plausible? Puis après, on est quand même dans l'onirisme, hein, en même temps. Hein, donc, il y a un côté, bon, je veux pas tout dire, mais donc tout est un peu permis en même temps. Donc les lecteurs découvriront euh, ce côté un petit peu de voyage onirique, etc. Et on retrouve pour le coup pas mal Miyazaki, enfin Miyazaki, l'influence de Miyazaki, on va dire. il y a aussi une chose qui en tout cas, je trouve, ne cesse de se consolider, en fait, qui était le cas déjà avec Paul et Pauline, je trouve,
c'est que tu laisses les cases respirer. Tu les inondes pas de texte, tu vois, comme on pourrait l'avoir dans certains types de BD. Là, si on prend, on peut pas faire plus hasard que celle que je viens de prendre là. On regarde, il y a 3 bulles de texte pour 5 cases au final, ce qui est peu, mais ce qui te permet aussi de finalement rendre ton dessin encore plus expressif. Tu fonctionnes comment lors de l'écriture? Tu essayes de chercher une certaine économie de mots ou au contraire, tu te forces à en rajouter presque, je sais pas. Non, en fait, euh, alors je j'ai lu plusieurs, enfin j'ai lu des BD, j'ai pas mal de BD, je crois qu'on voit un petit peu de rayonnage derrière. Je me suis rendu compte que dans certaines, même si les histoires sont très bien, hein, je suis pas en train de donner des leçons, mais je trouve par moment que le texte il est un peu redondant, il n'a pas sa place, la case suffisait à elle-même, et, et je me rendais compte que c'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'écriture, quoi. Enfin, il faut juste mesure, voilà. Et j'essaie d'avoir ça. Et je veux pas trop de bulles, j'essaie de pas avoir trop de bulles, j'essaie de faire en sorte que le dessin soit expressif et que par moment, le personnage n'a pas besoin de parler. J'essaie que ça soit le plus naturel possible. Alors là, on est dans une relation, on parle beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas en train de faire des grandes tirades de 5, 6 phrases et on se répond comme ça. C'est des petites touches de mots. Et lorsque je fais mes planches, maintenant, c'est depuis que je fais le tome 2 de Temps du rêve, j'ai décidé de faire mes planches sans les bulles. Parce qu'une fois que les bulles sont dessinées, on est obligé de les occuper. Et quand je fais pas les bulles, je les rajoute de façon numérique à la fin. Ça me permet de mettre ou de pas mettre des bulles qui étaient prévues, d'agrandir ou d'effacer des bulles. Et une fois que tout l'album est terminé, je joue un peu les dialogues et voir si ça me paraît naturel, les réponses, etc. Et ça me permet par moment d'enlever carrément, de ne pas mettre des bulles, quoi. Et je sais qu'avec aux éditions Kenneth, j'avais travaillé avec Daniel Bultré c'est lui qui me suivait pour le côté édition. Et il était dans la même ligne. Et par moments, c'est même lui qui me disait, bah, c'est cette bulle, on peut l'enlever. Effectivement, on l'enlevait. Et ça me plaisait. Par moments, il faut de l'explicatif, hein, il y a des bulles, mais voilà. Et c'est ce qui fait que ça respire, donne peut-être au dessin une respiration, quoi. Une chose que tu m'avais demandé lorsqu'on travaillait sur l'album, c'était, là je le montre à l'écran, c'est le côté, est-ce qu'on peut entrecouper, certaines séquences de BD avec par exemple une illustration, une page de chapitre avec une petite citation? Quelque chose à laquelle évidemment, je me suis empressé de dire oui, hein, si ça sert le bouquin, c'est toujours cool. Et ça, c'est pareil, c'est une chose que tu avais pas forcément testé dans les précédents bouquins. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui du coup t'a amené à réfléchir différemment, justement, certaines séquences, ou pas du tout? Ou c'est presque Non, non, c'est en fait, c'est venu après, hein. C'est venu après. J'avais l'idée avant soit avant notre premier contact, je crois. Comme j'avais quasiment toute la BD de faite, au bout de ces 2 ans et demi, je me suis dit, voilà, j'avais cette idée de me faire plaisir, voilà, de rajouter des choses. Qu'est-ce que je pouvais faire pour donner un petit, je sais pas, une petite, je sais pas, quelque chose de plus. J'avais envie de marquer quelques séquences comme ça par des petites anecdotes, des petits dessins comme ça. Il n'y a rien de qui font référence aux pages qui vont suivre, hein, toujours. Hein. Après, il y a un petit fil conducteur. Hein, alors, je dis pas lequel, les gens vont le voir. Il y a quand même une petite réflexion derrière. Hein, mais voilà, je trouve que ça donne un peu plus de respiration, comme une page de pub. En fait, cette idée me vient de, je sais pas si tu connais, c'est il faut tuer Ramirez, je crois. Je sais pas si ça te il dit. faut Fanny Ramirez, ouais, de Nicolas Pétrimo? Il faut voilà. Et dedans, il y a des pubs qui viennent entrecouper le récit. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai l'impression qu'on voyait une série télé et puis qu'il y avait des pubs entre et ça vient un peu de ça, j'imagine. Et le fait de l'avoir fait là, ça me donne des idées pour les Pour la projets suite? futurs avec des, voilà, peut-être pas de cette manière, mais je pense que ça va revenir cette idée d'une page ou deux qui vient un peu bouleverser le récit. Voilà, comme une pause café à un moment et après on reprend la suite des aventures.
Et voilà. Donc, comme j'avais totale liberté à ce moment, et puis quand je t'en ai parlé, tu étais très favorable, je me suis dit, bon, bah, superbe. C'est Pourquoi comme ça dire que ça non? s'est fait. Pourquoi dire non à une bonne idée? Donc, donc là, comme on a pu le voir, l'album qui est quand même assez grand, hein, on peut le dire, que je vous montre hop, à l'écran. On va d'ailleurs enlever ça pour. Oui, Ah, oui, il est grand parce que je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, qu'il est plus grand que les albums que j'avais fait avant encore. Il est voilà. plus grand qu'un Paul et Pauline. Il est grand. Oui, il est grand. Il est légèrement plus grand encore. Il est un En peu tout cas, comme ceux qu'on voit chez Daniel Maguin, qui fait des gros bouquins, c'est avec Tibur Sauger, pas Tibur ouais, Sauger, avec Patrick Prune. Oula. Bon, ils ont travaillé avec ensemble. Bon. et Et je me suis amusé à comparer la grandeur de à la recherche du vent perdu avec ceux de Patrick Prune et je me suis dit, bah, c'est aussi grand. En fait, il est plus grand que les classiques dits grands formats, quoi. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pages que ça fait, mais, et ça a été une surprise, genre, 15 jours après, quand j'avais pas fait attention. Ah, c'est un bel j'avais objet. j'avais dit que le but était qu'on mette en avant tout ton travail et ton talent. Bah, écoute, j'espère qu'on l'a fait du mieux possible et en tout cas, que les lecteurs et les lectrices sauront se plonger dans cet univers de la recherche du vent perdu. En tout cas, pour information, les premiers lecteurs qu'on a pu croiser au festival de Château-Gontier, qui m'ont demandé à venir récupérer leur album réservé, en tout cas, étaient tous très agréablement surpris par l'objet. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à ce que tout le monde le voit et le prenne en main pour finir d'être emballé. En tout cas, j'en suis certain. Oui, oui. Voilà. Que si on veut une, Ouais, moi, une belle. j'ai été très Toi, tu- surpris, même si on essaie d'imaginer, hein, tant qu'on l'a pas dans les mains. Surtout que c'est la première fois que j'ai un gros bouquin comme ça. Bon, voilà, avec une couverture en simili-toile. Bon, on imagine, mais bon, tant qu'on l'a pas dans les mains, on l'a pas, quoi. Voilà. Donc, je t'avais pas et puis menti alors. cette double page avec le marché qu'on ouvre, tout de suite, ça met dans l'ambiance. J'ai trouvé, mais tu m'en avais parlé. Bon, mais en même temps, j'ai été surpris parce que je me rappelais plus que c'était là. Voilà. Et je me suis dit, et c'est vrai que c'est dommage, les bandes dessinées, on a un fond gris ou un fond vert, un fond bleu, tandis que là, ça, voilà, tout de suite, voilà. Voilà. Donc, ça, c'était plutôt très chouette. Bon, il y a ce qu'il faut. Le but, c'est que ce soit de mettre en avant des visuels en particulier, ou en tout cas qu'on ait envie de les lire, hein, ces bouquins, dès qu'on le prend, et que moi je trouve qu'on tombe sur cette séquence du marché. Bah, je trouve qu'on en prend plein les yeux et qu'on a envie de se dire, wow, qu'est-ce qu'on va découvrir en fait. Et je trouve que voilà, la plongée se fait de manière beaucoup plus immersive dès le début de l'album. En tout cas, c'est le but recherché. Voilà. Donc, en tout cas, à la recherche du vent perdu, voilà. Donc, en tout cas, Yannick est parti pour un marathon de rencontres, je crois. En tout cas, il a un planning bien rempli, Ouais, ouais, voilà, jusqu'à Noël. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la suite pour le coup, au prochain Alors, récit que tu évoquais un petit peu tout à l'heure? alors Tu veux bien en la parler, hein. suite, pardon? Je dis si tu veux bien en parler, hein. Il n'y a pas de. Alors, la suite, ouais, j'en toucherai un petit mot pour pas trop dire de choses. Disons que pour le coup, la suite, je suis plutôt. Alors, c'est pareil, j'étais en contact avec un scénariste, cinéaste, on devait travailler ensemble, mais lui, il est pris par son film. Là, enfin bon, voilà. Donc, moi, plutôt que d'attendre, maintenant que j'ai fait mon aventure avec à la recherche du vent perdu, maintenant je me dis, j'attends plus, je fais. Et j'avais une histoire qui était présente. J'ai quelques histoires dans les cartons, certaines qui resteront sûrement, d'autres que je ressorte. Et celle-ci, je l'ai ressortie. J'en ai ressorti deux, trois. Je savais pas trop tout le mois durant la campagne, je ne décidais pas pour l'une ou l'autre de ces histoires et je me suis décidé pour celle-ci qui est la plus ambitieuse, qui était pensée en 3 volumes, tu vois, pour le coup. Et on est dans un univers post-apocalyptique. Voilà, là je change avec un format
Un format comics. J'aime bien le format comics. J'aime bien les grandes BD. Et ce que j'aime bien dans le format comics, enfin moi, format comics, je le traite avec peu de vignettes. Alors, quand je fais une planche de bande dessinée, je fais du 7-8 vignettes en moyenne. Et je me suis dit, si j'ai un format plus petit, je ferai du 5-6. C'est comme ça que je travaille mes planches actuellement. J'aime bien quand il y a peu de vignettes. Voilà. Et puis, comme c'est Ouais. une histoire qui se passe aux États-Unis, je me suis dit, bah, c'est très bien, ça. Un format comics, c'est une histoire qui se passe aux États-Unis. Bah, voilà. Ça, Donc, c'est ça- post-apocalyptique. Pardon? ça semble aller de pair, en tout cas, de lorgner vers un format plus proche là, pour le coup, de l'univers que tu veux présenter. Mais pour le coup, comme tu Ouais. dis, un univers post-apo, ça veut dire que tu vas devoir soit réviser peut-être tes teintes de couleurs ou au contraire Ah, présenter une vision différente. ça, c'est exactement la réflexion que j'ai eue au public que j'ai croisé, qui m'ont demandé la suite. Ils m'ont dit, ah, bah, les couleurs, ce sera pas les mêmes. Mais j'ai dit, j'ai fait deux histoires qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Mes couleurs n'ont pas C'est vrai. changé, elles changeront pas. Non, non, Question de non, non, composition de. on n'est pas dans le poisseux et le sombre, hein. C'est post-apocalyptique, mais voilà, non, non. C'est La différent. nature est toujours là. Voilà, donc, Mais écoute, en tout cas, je te remercie Yannick pour cette heure partagée merci à ensemble toi. qui nous a permis de revenir sur bah, l'arrivée d'À la recherche du vent perdu, dont je suis très content et dont j'espère en tout cas en tout cas, on l'a sorti idéalement, c'est-à-dire que vous pouvez déjà allez, vous l'acheter en librairie, le préparer le cadeau pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'on a vraiment un super bouquin. En tout cas, je ne vais pas dire il est fait pour parce que ça ne parle pas de Noël, mais en tout cas, voilà, vous aurez plein de gens convaincus s'ils n'ont pas déjà eux-mêmes acheté le bouquin en amont parce qu'ils auraient été attirés par les superbes illustrations et l'aventure qui se présente à eux. Voilà, donc il est dispo donc dès le 15 octobre. Et puis on Ah, retrouvera Yannick avec nous donc sur le stand de Quai des Bulles à Saint-Malo. Ce sera avec plaisir que nous pourrons vous montrer tout ça en vrai si vous ne l'avez pas encore acheté. Voilà. Bah, écoutez, très en bien. tout cas, je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain hebdo. Puis en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont regardé et profité de cette heure pour découvrir cet album. À très bientôt. Merci. Au revoir.